Hello mes anges, c'est Ambre, bienvenue sur ma chaîne Oracle de Davina, les aventures d'une fée. Voici le témoignage d'un empathe, il va vous expliquer ce que c'est ce don. Tout de suite, Paul-Éric et son témoignage. Prenez le temps de regarder la vidéo, vous allez apprendre plein de choses. Je vous embrasse, soyez bénis mes anges. Bonjour, c'est Ambre, bienvenue sur ma chaîne l'Oracle de Davina, les aventures d'une fée. Et je suis accompagnée aujourd'hui de mon bel amour que vous entendez quand j'appelle mon amour. Il a décidé d'être à l'avant de la caméra. Voilà, je te laisse te présenter mon cœur. Eh ben, je suis son mari, donc... Non. Donc, je m'appelle Paul-Éric. Alors, je vous présente toutes mes excuses pour ma coiffure. Mais avec le déconfinement, j'avais 2 mois de retard. C'est pas génial. Le confinement. Le confinement. Il faut quand même que vous sachiez, c'est important, que je ne supporte pas d'avoir les cheveux longs. Donc, je suis gâté en ce moment. Voilà. Mais j'ai appris que ma coiffeuse a repris la semaine dernière, donc je vais pouvoir aller la voir. Voilà. Sinon, quoi vous dire Ce que tu as envie de dire. Je sais pas, oui, donc on est mariés depuis une douzaine d'années. Non, si. Si, depuis une douzaine d'années. C'est bien masculin. Depuis une douzaine d'années, civilement et 11 ans religieusement. Voilà. J'adore. Et puis avant, on s'était rencontrés gentiment en Bosnie-Herzégovine. Voilà, moi, je venais de rentrer du Québec. Je retournais en France par rapport à l'âge de mes parents. J'avais décidé de faire une retraite dans un lieu de pèlerinage en Bosnie-Herzégovine et en même temps de faire un peu d'humanitaire. Et en fait, je venais d'ici, du centre de la France, et mon épouse venait d'Alsace et on s'est rencontrés là-bas. Voilà pour faire simple. Et tu es donc éducateur de métier. Je suis éducateur spécialisé. Je possède le DES, diplôme d'état d'éducateur spécialisé, que j'ai souhaité passer à Lille. J'aime beaucoup la région du Nord et ça a été très intéressant puisque, bon, vous n'êtes pas censé le savoir, mais il y a une partie du programme qui est nationale pour la formation d'éducateurs. Il y a une partie du programme qui est régionale au choix des écoles. Et le Nord avait tout misé, ou en grande partie misé sur tout ce qui est psychanalyse, psychologie. Donc on a eu une excellente formation, enfin ouverture à la psychanalyse nord-américaine, qui est très différente de la psychanalyse freudienne ou lacanienne. Et puis à l'analyse systémique aussi. Donc ça a été particulièrement intéressant. Voilà. Et puis donc après, j'ai travaillé quelques années au Québec, j'ai travaillé quelques années dans certains territoires en France, j'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé dans le sud, j'ai fait ma formation à Lille, j'ai été avec toi presque 1 an à Strasbourg, et j'ai passé 3 années à Québec même, où on va retourner cette année, parce que je n'en peux plus de la France. Et Québec, qui est le Québec et la ville de Québec. Le Québec, c'est la belle province, bien sûr, et du Canada. Et la ville de Québec est vraiment une très très belle ville, la seule ville d'Amérique du Nord qui est classée au patrimoine mondial de l'humanité, à l'UNESCO. Après, il faut aller en Amérique centrale, au Mexique, mais c'est vraiment la seule, avec ses remparts et tout. C'est très très agréable, Québec, et les Québécois sont également très agréables, des gens très sérieux, des bons vivants. Ils font énormément penser aux gens du Nord, avec une combativité finalement que les gens du Nord n'ont pas. Voilà. Il faut dire qu'ils ont à lutter contre le climat et les anglophones. Parce qu'on ne voit pas ça d'ici, mais juste pour vous dire, pour les anglophones, je l'ai très bien constaté, pour les anglophones au Canada, vivre ensemble, c'est vous devenez anglophone. Voilà. Donc c'est pas du tout comme
aussi calme que ce qu'on peut penser. Voilà. Donc vous savez à peu près tout. Le public avec lequel j'ai travaillé est un public extrême. Donc j'ai travaillé avec des jeunes assassins, des jeunes hyper violents, Avec Guy Gilbert. des toxicomanes lourds, 20 ans de polytoxicomanie, souvent de l'héroïnomanie, du shit, de l'alcool et puis d'autres choses. Et des pédophiles mineurs. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire l'année dernière une présentation de la pédophilie et de vraiment marteler que la pédophilie commence à la puberté et pas adulte. Qu'on fera peut-être pour YouTube si tu es Voilà, d'accord. et que donc ça n'a strictement rien avec le fait d'être prête ou de pas être prête. C'est les prêtres qui sont accusés, qui sont reconnus pédophiles, le sont bien avant d'être prêtres. Et ils avaient choisi prêtre pour être près des enfants, mais il est évident que la très grande majorité des pédophiles sont dans l'éducation spécialisée et surtout dans l'éducation nationale, puisque c'est là qu'ils peuvent côtoyer le plus d'enfants. Voilà, faut être réaliste. Donc l'Église fait le tri, c'est très bien. On attend que les autres administrations le fassent. Il faut quand même savoir que l'Église de France, c'est en 2000 qu'ils ont décidé que la justice humaine passerait. C'est pour le moment la seule administration en France qui a pris cette décision. 20 ans après, ni l'éducation nationale, ni l'éducation spécialisée, ni qui que ce soit n'a pris la même décision. Voilà, au point extrême d'ailleurs, c'est le cas, tu sais, en Normandie, que le papa a dû aller chercher le pédophile instituteur et le mener chez les gendarmes. Ah oui, C'est l'affaire Marc le chien. Marc le chien, t'es sûr? Oui, son nom est le chien. Il y a un fait entrer l'accusé. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Et oui, un instituteur qui a violé sur plusieurs générations, d'ailleurs. Et c'est un journaliste qui est allé le chercher, qui lui a dit aujourd'hui ça suffit. C'est pas un journaliste, c'est un papa, c'est un père de famille. Et qui est journaliste. Ah bon? De métier. Oui. Et c'est un papa, il a dû aller le chercher et le mener à la gendarmerie. Marc le chien. Parce que ça continuait. Pour vous dire où on en est en France. Ce qui n'est pas le cas du tout au Québec. Au Québec, peu importe la situation sociale, parce qu'en France, il n'y a que des gens de niveau social bas ou moyen. Comme par hasard, les hauts niveaux sociaux, il n'y en a pas. Même si on sait qu'il y en a. Vous savez, là, je ne prétends rien. C'est des parlementaires et c'est paru dans les journaux. Mais on pense à Frédéric Mitterrand, Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, il l'a reconnu lui-même. On trouve dans son premier livre les extraits. Il décrit comment il adore être déshabillé par une petite fille de 3 ans, se faire caresser par un petit garçon de 4 ans. Ça a écœuré les journalistes en Suisse. Donc on le trouve sur Internet, il l'a reconnu lui-même. Mais comme par hasard, il est toujours en liberté. À partir d'un certain niveau social, il n'y a pas de problème. On peut faire ce qu'on veut en France. Alors qu'il a eu des ennuis en Pologne et ailleurs, mais bon. Mais Frédéric Mitterrand et puis Jacques Lang, qui ont été accusés. Jacques Lang, c'est avec des petits garçons au Maroc, ça a été étouffé, et Frédéric Mitterrand, donc le neveu de l'ancien président, c'est avec des petits-enfants, je ne sais pas si c'est des petits garçons ou des petites filles ou les deux, en Thaïlande. Alors, je ne m'avance pas en le disant, ils ne sont pas passés en jugement, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je sais qu'un parlementaire l'a ouvertement dit, on le trouve sur Internet et il y en a d'autres. Mais comme par hasard, on est aussi dans les niveaux sociaux un peu élevés, donc de toute façon, ça n'a amené nulle part. Voilà, donc c'était mon petit mot d'éducateur contre la pédophilie contre laquelle je lutte. Non, la pédophilie, il n'y a pas que les prêtres. Les prêtres pédophiles représentent moins de 1%, 0 et quelques pourcents des pédophiles en France et dans les pays industrialisés, en sachant, et je terminerai par ça, que le pédophile type, en France et ailleurs, c'est les chiffres des pays industrialisés en général, parce qu'on ne trouve plus de chiffres en France, par hasard, c'est à peu près 97% des hommes mariés et pères de famille, hommes mariés, pères de famille, parce qu'ils ont la viande fraîche sur place, c'est plus facile, ça ne les empêche pas d'aller voir ailleurs. Un peu plus d'1% de femmes, en sachant qu'il y en a certainement beaucoup plus, mais on est dans un pays latin qui veut que quand un garçon fait l'amour, il devient un homme, donc beaucoup ne portent pas plainte contre leur mère, ou leur tante, ou etc. Et moins de 1%, un peu plus de 90% donc de pères de famille, mariés pères de famille, mariés pères de famille, un peu plus d'1% de femmes, et moins de 1% au total de célibataires. Et dedans, il y a quelques prêtres sur lesquels on s'acharne. Il a fallu d'ailleurs que j'explique à
une victime avec laquelle je travaillais. Je travaillais avec les pédophiles mineurs, j'ai travaillé avec les victimes. J'avais encore jamais vu ça. Même dans les prisons, on ne fait pas ça. Dans un centre de la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, où vous aviez les deux dans le même centre. Des pédophiles mineurs et des jeunes qui avaient disjoncté et qui étaient victimes d'agresseurs sexuels et de pédophiles. Même en prison, on ne fait pas ça, ce qui fait qu'à un moment, il y a un dossier qui a été volé, ça s'est mal passé, tous les grands couteaux de la cuisine ont disparu, on a flippé pendant 3 semaines. Cléo, je crois qu'elle va rentrer. Ça a été assez épique. Donc, voilà, pour vous dire que actuellement en France, les prêtres servent de bouc émissaire. Alors c'est très bien, ça permet à l'Église de donner l'exemple et de faire le tri. Mais il ne faut pas oublier les plus de 99% autres. Hein, encore une fois, j'avais pas terminé l'histoire, j'ai dû expliquer à un de mes jeunes pourquoi la personne qui l'avait violé pendant plusieurs années, on n'en faisait pas tout un cas et ça prenait autant de temps. Et il m'a dit, est-ce que c'est plus grave quand on est violé par un prêtre que quand on est violé par un homme de sa famille? C'est dur à entendre, mais ça montre bien la situation en France. Voilà. Ceci étant dit, voilà, je me suis présenté. De toute façon, sur la pédophilie, on fera une vidéo YouTube la semaine prochaine. Michael innocent, pourquoi? Avec des faits. Donc pas de parti pris, où on détaillera la pédophilie, ce que c'est réellement et pourquoi du coup Michael, c'est impossible qu'il le soit. Aucun parti pris, ça n'a rien à voir. Aucun parti pris, on se base sur des faits concrets. Voilà. Que Germaine nous rémunère 1% des droits d'auteur si on prône et on dit que Michael est innocent, ça n'a strictement rien à voir. Alors, je vous avais dit que je vous présenterais donc l'équipe. Il en fait partie, bien entendu. Merci, je ne suis pas de parti pris non plus. Hein. C'est mon mari, mais voilà, je suis juste obligée de le prendre. Non, je rigole. Et c'est l'empathie de la bande. Alors, le thème de la vidéo, c'est l'empathie. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est réellement un don et fortement utile. Et puisque c'est mon homme, c'est Paul-Éric surnommé Lancelot qu'il est. Donc, c'est le questionnement. Alors, comme pour avec mon frère, je lui ai proposé de préparer les questions à l'avance. Il n'a pas voulu non plus. Non, je ne connais que les réponses. Voilà, donc les questions sont spontanées. Les réponses sont spontanées également. Donc voilà. Alors, mon amour, l'empathie, qu'est-ce que c'est? Alors, je me réexcuse pour l'état de mes cheveux et je suis fatigué ce soir. J'ai failli me planter en voiture. Je terminais dans un champ. Mais ça glisse bien, la voiture, dans un pré, si vous voulez. Dans un champ de blé, ça aurait été plus dur, mais dans un pré, ça glisse bien. Et donc, vraiment, je m'aperçois de l'état de ma tête. N'hésitez pas à mettre un voile de mon côté si ça vous fait peur. Hein, voilà. Je ne suis pas comme ça en état normal. Oui, tu n'es pas objectif. Voilà. Qu'est-ce qu'un empathe? Un empathe, l'empathie, c'est quelqu'un qui ressent énormément ce qui se passe chez l'autre. Chez d'autres personnes au pluriel, voire sur tout un pays. Et c'est compliqué quand on est enfant et adolescent, ce qui a été mon cas, parce que j'ai été écrasé par ce que je ressentais. En particulier la souffrance, la joie, mais en particulier la souffrance, et je ne comprenais pas d'où ça venait, si vous voulez. J'ai simplifié le problème où après ma terminale et l'armée, parce que je suis d'une génération où l'armée était obligatoire encore quelques années avant que ça s'arrête, j'ai choisi de faire le métier d'ambulancier, ce que je faisais à l'armée, donc j'ai voulu le faire dans le civil. Et j'ai fait la formation d'ambulancier qui se termine par l'obtention du CCA, certificat de capacité d'ambulancier au CHR d'Orléans-la-Source, Centre hospitalier régional d'Orléans-la-Source. Pour la petite histoire, il n'y a que 3 CHR en France, hein. Orléans, Mulhouse, Orléans, Metz et Fort-de-France en Martinique.
qui ont un statut bâtard. Les CHU, ils fonctionnent un peu pareil, ils ont pas les mêmes budgets. Enfin, bon, on comprend pourquoi il y en a que 3. Voilà, donc j'ai fait ça là-bas, une formation de plusieurs mois, et j'ai été confronté, là, j'ai vu mon premier mort, machin, la souffrance, puisque quand j'ai commencé à être ambulancier, c'était le virus du sida avait été reconnu depuis seulement 3 ans. Il a été découvert en 80 officiellement par le professeur français, j'ai oublié, qui à la retraite d'ailleurs est parti aux États-Unis, continue ses recherches. Il avait fait un procès, professeur Montagnier, je crois, il avait fait un procès à une équipe des États-Unis qui revendiquait la découverte du virus. Et en fait, le tribunal international a reconnu que c'était le professeur Montagnier, donc je crois. Mais effectivement, à la retraite, il ne pouvait pas continuer au CNRS, donc, ou au CNRS, ou je ne sais plus où il était. Et donc, il s'est fait embaucher aux États-Unis pour pouvoir, malgré sa retraite, continuer à faire des recherches. Vous voyez, comme quoi. Bon. Mais la reconnaissance du découvreur du virus, c'est comme maintenant là, le premier qui aura le vaccin, ça permet aussi d'obtenir des budgets qu'on n'aurait pas autrement. Voilà, donc moi, ça faisait 3 ans que ça avait été découvert. Donc les premiers sidéens qui ont été transportés, j'en ai transporté quelques-uns, où on donnait quasiment rien. Voilà, pas de morphine, tout ça. Et où j'ai vraiment le souvenir d'avoir ramené quelqu'un de Paris qui était en phase terminale, hein, qui était mourant, qui est mort quelques jours plus tard, qu'on ramenait chez lui et son copain était effondré et ça a été une horreur pendant tout le trajet. J'ai fait rouler, mon collègue n'avait pas le CCA, donc j'étais avec cette personne à l'arrière, et j'ai fait rouler mon collègue pendant la moitié du voyage à 40 à l'heure. Et c'était une horreur. Il ressentait tout, il y avait plus que la peau et les os. Il y en a certainement beaucoup qui ne se souviennent pas de comment étaient les personnes sidéennes à la fin de la maladie, et même à partir du milieu. Mais ils vivaient une horreur. Une horreur, une horreur. Et ça, je l'ai souvent constaté. On ne donnait pas du tout de la morphine ou des médicaments, la maline, tout ça, comme peut y avoir qu'un cousin de la morphine, comme peut y avoir maintenant. Hein. Et c'était vraiment une horreur. Les gens souffraient de façon absolument atroce, puisque les sidéens, c'était absolument tout le corps qui était douloureux. Donc c'était vraiment terrible, quoi. C'était sur le plan douleur tout à fait comparable, voire plus, à ceux qui ont un cancer osseux généralisé à tout le corps, et où le moindre truc vous faites ça et la personne hurle. Là, c'était vraiment comparable, c'était vraiment terrible, et en plus, c'était des jeunes, donc était plus ou moins bien vu, parce que c'était encore l'époque, ouais, ça touche que les homos, etc. Donc les délires qu'il y a eu quand même un certain nombre d'années. Et bon, c'est vrai que j'en ai fait quand même quelques-uns, puisque moi, ça m'indifférait que les personnes soient homosexuelles ou pas. Moi, j'avais un peu plus de 20 ans à l'époque. Hein. Donc, c'était très dur. Et face à cette souffrance, à des choses que j'ai vues dans les hôpitaux aussi, à tout un tas de choses, au premier mort que j'ai vu pendant ma formation, tout ce qui s'ensuit. La salle d'autopsie que j'ai découvert, ça je ne raconterai pas ce soir, mais bon. Et ça a été, il a fallu que j'apprenne à me maîtriser. Alors je me suis découvert quelque chose d'étonnant, c'est que je gardais mon calme. Je vois quand j'ai fait mon stage au SAMU à l'époque du Loiret, puisqu'il n'y en avait qu'à Orléans. On est en 84 hein, à l'époque. Et je me suis découvert quelqu'un d'extrêmement nerveux intérieurement, mais très calme extérieurement, et qui vivait très bien la vue du son et tout, au point d'ailleurs que le plus vieil ambulancier du SAMU, avec qui j'ai fait entre autres une sortie, est venu me voir à la fin. Il a dit: je veux que tu me choisisses pour te noter à la fin de ton stage. Et je me souviens, alors c'est le seul stage dont je me souviens de la note, il m'a mis 17. Voilà, il m'a dit: t'es que le deuxième, il avait plus de 20 ans de travail au SAMU, t'es que le deuxième que je vois réagir comme ça. Voilà, donc j'ai toujours resté très calme, quitte à prendre la main de la personne, l'accompagner dans certains cas quand elle mourait, parce que j'ai malheureusement emmené des gens qui sont morts quasiment dans mes bras. Et quand vous avez 20 ans, c'est quelque chose, d'être confronté à la mort, la souffrance comme ça. Alors on comprend effectivement que le mot maladie, qui commence par le mot mal, a peut-être tout son sens. Voilà. Et donc ça a forcé à me maîtriser, ce que j'avais déjà appris à l'armée, où je faisais le même métier en fait, mais dans les hôpitaux militaires, il y en avait beaucoup plus que maintenant en France. Et ça a été très important. Donc j'ai cessé de subir l'empathie
mais je l'ai utilisé pour décrypter. Je ressens quelque chose, qu'est-ce que c'est? Donc, ça concerne qui? Qu'est-ce que ça signifie? Comment je peux répondre? Voilà, ça a été la démarche que j'ai mis en place directement. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour soulager la personne dont je ressens l'extrême souffrance ou la détresse psychologique ou la souffrance psychologique. Hein. Ne doutez pas, hein, il y a des souffrances. On est encore dans une société qui se moque des gens, des dépressions, etc. Mais sachez que il y a des souffrances, des douleurs psychologiques qui sont telles que c'est plus que psychologique que vous souffrez, mais c'est le corps qui fait mal. Cette douleur prend ces douleurs psychologiques c'est comme si elles se matérialisaient. C'est assez impressionnant. Donc je ressentais un petit peu tout ça et j'ai appris à répondre à ce que je ressentais, à traduire, à comprendre ce que je ressentais et à y répondre, moi, à mon petit niveau. Alors, la psychanalyse que j'ai fait lors du premier accompagnement d'un jeune toxicomane, à la fin des années 90, donc ça date pas de maintenant, j'ai fait un peu plus de 2 ans, c'est entre 2-3 ans minimum qu'ils imposent. J'ai pas pu faire j'ai fait un peu plus de 2 ans, j'ai pas pu faire plus puisque je suis passé d'Orléans à Lille après. Et la psychanalyse donc, que j'ai fait m'a beaucoup aidé. J'étais allé voir un psychiatre conventionné pour être remboursé sans problème. Il en existe. Parce qu'à l'époque, c'était quand même 40 €, je convertis là, 40 € 2 fois par semaine. Donc on est à la fin des années 90. Donc vous voyez, par mois, à la fin des années 90, ça fait 320 €. Et on est à la fin des années 90. Voilà. Donc je ne sais pas combien c'est maintenant. Et donc j'ai eu la chance, en fait je ne savais pas, je suis tombé sur un psychiatre qui était psychanalyste, ce qui veut dire que lui-même avait fait une psychanalyse, et c'est la particularité des psychanalystes, ils ont forcément eux-mêmes fait une psychanalyse. Voilà. Et il m'a proposé ça parce qu'il ne voyait pas ce qu'il pouvait me proposer. Ça m'a aidé pour accompagner ce jeune toxicomane. Je suis tombé dans tous les pièges possibles, imaginables à l'époque. Donc, y compris Ah ben j'ai oublié. Et ouais, j'ai oublié. Je ferai peut-être quelque chose sur la toxicomanie. Et je suis vraiment tombé dans tous les pièges. C'était hallucinant. Je connaissais rien en fait, donc j'ai appris comme ça. Avec Stéphane. Oui, et qui a été mon premier jeune que j'ai accompagné en dehors de mon travail. Et j'ai également été confronté à la justice. J'ai eu une enquête sur mon dos, donc j'en ai parlé au juge d'instruction. Je lui ai demandé, alors je suis persuadé que vous avez dû faire une petite enquête sur moi. Il me dit oui. Je dis, vous avez trouvé quoi? Il me dit rien. Je dis, voilà, vous avez trouvé tout ce qu'il y avait à trouver. Voilà. Donc ça a été assez étonnant, ces débuts, toute cette période, mais ça a été très riche. Et la découverte de la maîtrise de l'empathie a été pour moi quelque chose de fabuleux. Je ne subissais plus, je pouvais laisser exprimer la vie que j'avais en moi, mais je m'en servais comme d'un outil. Et ça, c'est extrêmement riche parce que effectivement, comme mon épouse disait, je suis particulièrement... Pour ça, il faut que je foute le camp de la France, c'est-à-dire que je ressens la souffrance, la détresse qu'il y a en France, le mal qui s'y trouve, je ne supporte plus. C'est mon 2e burn-out que je fais depuis que je suis rentré en 9 ans. Et celui-là, j'ai vraiment un mal fou à remonter, là. Il faut reconnaître que c'est très compliqué. Et il faut absolument que je foute le camp de ce pays parce que je n'en peux plus, malgré que je me maîtrise et tout. Il y a des fois, je suis limite pour ne pas me laisser submerger. Voilà. Alors, c'est un outil fabuleux. On ressent beaucoup de choses, donc on peut rentrer en communication facilement avec la personne qui est en face, avec tout un tas de choses. Alors, c'est très simple, ça va de quand j'étais, on appelle ça assistant d'éducateur, à l'époque c'était pion surveillant, juste le temps d'une partie des études, hein, maintenant c'est un métier à part. Et je me souviens un jour où j'étais surveillant d'externat, mais je faisais de l'internat, et c'était une année où j'avais les petits secondes. J'ai les petits secondes, j'avais commencé avec des terminales et les pires, ceux que personne ne voulait, parce que j'étais arrivé en octobre. Donc évidemment, j'avais pris ce qui restait.
Et c'est un lycée technique, donc si vous dire que les terminales, à l'époque, F3, vous aviez des mecs qui avaient 20-21 ans. Quoi, non. Moi, j'en avais 27, hein, donc c'était pas fort. Pas facile. J'avais repris après ma formation d'ambulancier à l'université. C'était pas forcément simple. Ben, ça a été très, très formateur. Et j'ai mis un an pour comprendre comment fonctionnait un groupe, etc. Et je me souviens, donc c'était une année, quelques années après, où j'avais là des petits secondes et un jour, il rentre l'étude, 1h30 le soir, et je vois un groupe, je m'en souviens encore, c'était les secondes 4 qui étaient internes, une partie, ceux qui étaient internes, ils étaient mais sur les nerfs et tout, et je ressentais vraiment cet état de fait, comme quelque chose d'électrique, voilà, tellement ils étaient sur les nerfs, et du coup, je me suis adressé à eux, et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez eu? Parce que je dis, c'est tous là, vous êtes complètement sur les nerfs, tendus, etc. Et pourtant, c'était calme, hein, parce que dans mon étude, il n'y avait pas de problème, c'était hyper calme. On entendait une mouche voler, c'était même les études d'à côté qui perturbaient la mienne. Et donc, en fait, on a discuté, et j'ai compris ce qui se passait, et je les ai rassurés. Et après, ça a été tout seul, ils se sont détendus. Mais au départ, en dehors, on va dire, des symptômes d'énervement, le fait qu'ils étaient silencieux comme les autres, j'ai ressenti cette atmosphère tendue qui commençait à déborder sur les autres. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Alors après, évidemment, quand j'étais ambulancier ou quand j'étais éducateur, vous êtes face à quelqu'un, vous allez ressentir beaucoup de choses. Alors là, je me souviens, j'étais allé voir un jeune que j'accompagnais à Tours, en dehors de mon boulot aussi. Et puis après, une amie, et je rentrais sur Paris, je travaillais à Paris à l'époque, et donc par le TGV. Et je voulais profiter de l'heure de trajet pour me reposer un peu. Et alors, c'est un autre aspect de l'empathie, c'est-à-dire que vous êtes ouvert énormément au cœur de l'autre, donc à ce que le Seigneur veut vous dire. Quand je dis Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et là, je sentais une titiller. Non, ne dors pas, il faut que tu parles à la personne qui est à côté de toi. Bon, d'accord. Et c'est une dame d'un certain âge. Ça me titillait. Et je lui ai dit intérieurement, je lui ai dit, d'accord Seigneur, mais je suis claqué et tu vas me donner l'énergie pour déjà faire ça et ensuite arriver en état pour reprendre le travail. Et donc, j'ai commencé. Donc, la personne était un peu bloquée sur son siège et tout, visiblement assez mal à l'aise. Et j'ai attendu quelques secondes et j'ai ressenti effectivement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je lui dis, vous êtes une ancienne institutrice. Ben, elle me dit, comment vous le savez? Et en fait, je ne le savais pas. Je savais que c'était ça qu'il fallait que je dise. Merci. Et alors, vous me direz, où est l'empathie? L'empathie m'a permis d'écouter le Seigneur. C'est-à-dire que l'empathie, quelque part, aide à la prière. Voilà, ça intervient aussi dans le monde spirituel. Et j'ai pu l'écouter, l'entendre, savoir ce qu'il me disait. Alors oui, effectivement, elle était institutrice, donc on a causé. Alors c'était un problème qu'elle avait avec un de ses enfants qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans. C'était une souffrance énorme pour elle. Et en arrivant à Paris, après m'avoir raconté ça, où elle était vraiment détendue et où elle a fini par me dire, mais je n'avais jamais raconté à personne. Donc j'ai encouragé à parler à un prêtre, qui en général a une capacité d'écoute importante. Donc voilà, donc vous voyez jusqu'où l'empathie va. Voilà, donc j'ai toujours essayé de travailler en collaboration avec le Seigneur. Pour ça, il fallait que j'entende ce qu'ils me disent. Et mon empathie m'aide énormément. Voilà. Quand tu t'es rendu compte que tu étais empathe, ou tu as pu mettre un nom et comprendre que c'était un don? Quand j'ai compris que ce mot existait. Quand j'ai découvert que ce mot existait. Parce qu'avant, je subissais. Encore une fois, je ne savais pas, en particulier à l'adolescence, où on capte tout déjà, ce que je ressentais.
Donc effectivement, je passais beaucoup de temps, plus de temps qu'à travailler. Je passais plus de temps à aider. J'ai plein de copines, des copines qui avaient des ennuis, comme on a souvent à l'adolescence dans sa famille et tout. Donc je passais des heures à les écouter, à les aider. Donc, mais moi, j'avais pas fait le point à l'époque. La preuve, c'était que je voulais travailler dans les eaux et forêts. Voilà, faire la formation d'ingénieur. C'est seulement après que j'ai compris. En fait, c'est l'armée qui m'a aidé. Quand j'ai commencé à côtoyer, j'ai voulu pour être débarrassé, parce que j'ai pas l'esprit militaire pour dessous, donc pour être débarrassé, j'ai choisi, j'avais fait une demande de report que j'ai annulée pour partir à l'armée juste le mois d'août qui a suivi la fin de ma terminale. Donc, je pourrais être débarrassé. Et en fait, il s'est trouvé que je suis tombé sur un médecin qui était vraiment très sympa, Jean-Claude Jeunette, oui, je me souviens encore de son nom, il m'a marqué, qui était un vrai médecin, qui était plus médecin que militaire. En général, c'est assez difficile pour eux de concilier les deux. Ils sont ou plus l'un ou plus l'autre. Et lui, il était beaucoup plus médecin. Et qui a compris que j'aurais des difficultés à faire mon service national. Donc, il m'a pris. Il avait besoin de deux appelés à l'infirmerie. On sait infirmerie de garnison. Alors, qu'est-ce qu'une garnison? Une garnison, c'est toute une zone qui regroupe une zone géographique assez grande où il y a plein de casernes et où, à partir du moment où les gens de ces casernes sont malades quand ils ne sont pas à la caserne, ils arrivent à l'infirmerie de garnison, donc chez nous. Donc effectivement, le dimanche soir, on en avait beaucoup qui arrivaient pour pas reprendre pour aller à la caserne. Et il a compris, donc ce médecin, que ça n'irait pas à l'armée, et il m'a pris parmi les deux qu'il devait prendre, les deux appelés à l'infirmerie. Voilà. Là, j'ai découvert le milieu militaire, qui est très intéressant, puisqu'ils ont la chance, entre guillemets, de soigner des cas qu'on ne voit pas forcément dans l'hôpital civil. Je me souviens d'une maladie qui est peut-être connue maintenant, mais enfin, c'est pas une maladie, qui était inconnue à l'époque, un jeune qui venait de Martinique, je crois, qui avait mon âge, hein, entre 18 et 20 ans, et qui avait été emmené de Martinique à l'hôpital Bégin, à Clamart, pas à Clamart, à Saint-Mandé, ça touche à Paris, pas très loin de Vincennes. Et il avait été piqué par un poisson, parce qu'en Martinique, évidemment, il fait de la plongée sous-marine et tout. Et tous ses os se ramollissaient. Il n'y avait plus que l'ostéine, il perdait tout le calcium. Donc ça avait commencé, il avait été piqué au pied, en fait. Et quand j'ai fini mon année d'armée, il avait des barres métalliques qui dépassaient la cheville. Et donc, il faisait tout un tas d'analyses et tout. Il ne comprenait pas pourquoi... D'abord, il ne trouvait pas trace du poison. Pourquoi c'était un poison qui détruisait le calcium et qui l'empêchait de surfixer. Et donc, son squelette, il n'y avait plus que l'ostéine. Tout le calcium parlait. Donc, l'ostéine, vous savez que c'est très souple. Hein. Donc, c'était assez délirant. Donc, j'ai vu des tas de choses comme ça. Et ça m'a donné envie de le faire dans le civil. Mais là encore, j'ai compris que je résistais bien. Et donc c'est là petit à petit que je me suis dirigé vers ça, donc j'ai fait dans le civil après, et puis que j'ai compris en reprenant mes études, parce que j'avais fait le tour du métier d'ambulancier en 2 ans et demi, 3 ans, donc j'ai repris mes études, la seule chose qui m'intéressait à l'université, les maths, et pour payer mes études, donc j'ai donc fait surveillant. Et c'est là qu'en fait, j'ai compris en faisant surveillant, où je me suis beaucoup servi de mon empathie, que j'ai compris qu'en fait, c'était éducateur qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai fait déjà, sans avoir le diplôme, c'était encore possible, quelques années. Et puis, j'ai fait donc ma formation à Lille. Voilà. C'était pourquoi ça? Comment je m'en suis rendu compte? Ben, vous voyez, donc comment on s'en rend compte quand on découvre le mot empathie. Et c'est quelque chose que j'ai découvert en discutant, parce que j'ai discuté beaucoup avec ce médecin à l'armée, que j'ai découvert à ce moment-là. Mais alors, est-ce que du coup, on peut dire que l'empathie, c'est rentrer dans l'émotion de l'autre? Alors, oui, c'est plus que c'est vraiment percevoir... Oui, c'est plus que ça, c'est subir. Voilà. L'émotion de l'autre. Enfin, moi, le temps que je le maîtrise, je subissais. Hein, j'ai même fait un peu de déprime pour ça quand j'étais ado. Et enfin, quand j'étais au lycée.
parce que l'adolescence, ça s'étend beaucoup plus. Mm. Je subissais complètement, je ressentais, justement, je le subissais parce que je ne savais pas pourquoi je ressentais ça. Et ça me détraquait, je ne comprenais pas que c'était chez les autres. Que je ressentais ce que l'autre, sa détresse, sa souffrance ou sa joie, et je ne comprenais pas. Donc je m'accaparais une souffrance, je pensais que c'était à moi, qui n'était pas à moi. Et ça, on ne peut rien faire. Hein. C'est à chacun qui porte sa souffrance. On ne peut pas porter la souffrance d'un autre. On peut l'accompagner. On peut faire une démarche d'accompagnement et faire des choses que lui ne peut pas faire dans la compréhension, dans l'assistance, être là. Mais on ne peut pas porter la souffrance de l'autre. Ça, c'est pas possible. Mais alors, du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vient de découvrir, qui empathe, pour justement pas confondre les deux, sa souffrance à lui et celle des autres, et qui n'est pas à porter celle des autres, mais tout en l'aidant quand même? Alors, surtout pas se C'est fermer. compliqué, hein, ma question. Si, j'ai compris. Surtout pas se fermer. S'ouvrir en considérant, en comprenant bien que ce qu'on ressent ne vient pas de soi. Donc, s'ouvrir pour pouvoir percevoir ce qui est de soi et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que je suis profondément touché par la détresse, la souffrance de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc maintenant, c'est un réflexe, j'analyse qu'est-ce que c'est, et puis je mets des noms, des trucs dessus, et voilà. J'entre en contact, j'essaie d'apporter une réponse, ou au moins d'écouter, hein, si c'est le minimum qu'on peut faire. Donc, c'est ça la première étape à faire. Qu'est-ce que dans ce que je ressens est à moi et ne l'est pas? C'est-à-dire l'impact émotionnel des autres autour sur soi. Voilà. Et c'est ça un empathe, il est affecté par ça. Et donc, il faut, encore une fois, première étape, faire la différence entre ce qui vient de soi et ce qui n'y vient pas. Et là, déjà, ça va mieux. Ça va mieux parce qu'on dit, c'est pas, cette boule là terrible qui me bouffe, ça c'est pas moi. Donc moi je suis pas, voilà. Et donc c'est quoi? C'est important. Après définir, savoir chez qui c'est. Bon, en général c'est la personne qui est en face de vous ou qui est à côté, voilà. Et définir ce que c'est, ce que ça signifie. Est-ce que c'est une souffrance physique, une déprime, parce qu'on peut faire la différence, une fatigue, quelque chose d'autre. Est-ce que c'est un jeune qui passe le cap de l'âge adulte avec difficulté? Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir détecter. Après, vous regardez la personne. La gestuelle, le visage, le regard va vous renseigner aussi. Voilà. Mais avant tout, faut se préoccuper de ce qu'on ressent. Voilà. Se dégager de ce qui n'est pas à soi, l'analyser, le déterminer, l'analyser, pas le rendre à l'autre, vous le percevez, voilà, vous le percevez, mais sans protéger, parce que sinon ça vous tue, hein. Ça vous tue à petit feu. Voilà. Est-ce qu'il y a des jours où tu as regretté ce don? Non. Un coup que j'ai compris, jamais. Avant, je ne savais pas que je l'avais. Un coup que j'ai compris, non, ça vous donne des tas de renseignements. Hein. Vous êtes capable de comprendre beaucoup de choses chez l'autre. Vous percevez plein de choses. C'est vrai que c'est intéressant parce que certainement que c'est aussi un des chemins que le profilaire emprunte. Par exemple, parce que ça peut vous donner des tas de renseignements. C'est très intéressant, très 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 intéressant. Vous comprenez, vous percevez beaucoup de choses. Alors ça peut aller loin, hein, c'est-à-dire que moi j'ai vu à Paris, par exemple, je ne sais plus comment c'est fait, mais j'étais à Paris, je suis tombé en sortant d'une petite rue, en plein milieu d'une manifestation, de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas qui. Et il fallait que je la traverse cette manifestation. Il n'y avait pas, parce que sinon, c'était... D'abord, je ne savais pas combien de longueur FC. Et puis moi, il fallait que j'aille de l'autre côté. L'horreur. Il fallait que j'aille de l'autre côté. Donc, alors évidemment, les manifestations, ce n'est pas dans des rues de 20 mètres de large, hein, c'est dans les grands boulevards, hein, ça va de soi. Et vous avez posé le circuit, d'ailleurs, à la préfecture, qui accepte ou pas, et vous propose un autre circuit, ou vous impose un autre circuit. Et donc, je me suis apaisé fortement.
Et ça aide aussi, parce que ça aide, la prière aide. Seigneur, emplis-moi de ta paix. Et j'ai commencé à traverser cette marée humaine, mais du coup en passant inaperçu. C'est très très intéressant. Alors là, vous avez tous les sens en éveil, et votre capacité de réception en fonction qui tourne à 150%. Hein. C'est comme un réacteur nucléaire, vous n'êtes plus à 100%, vous êtes au-delà. Hein. Et pour tout percevoir autour, etc. Alors justement, on perçoit s'il y a des gens plus agressifs que d'autres. Et en même temps, quand vous passez, vous essayez d'apaiser. Alors ça m'arrive aussi dans un TGV, parce que j'étais toute une partie de ma vie où j'étais pas plus de 3 jours au même endroit. Donc pour des raisons de travail et de gens que j'allais voir et de conditions de travail. C'est-à-dire que je travaillais 3 jours, jour et nuit, et j'avais 3 jours de repos, et je reprenais 3 jours, jour et nuit. Et bon. C'était assez particulier, mais moi, vu que je suis un petit dormeur, ça m'allait très bien. Et donc, je prenais souvent le TGV parce que, pour aller un peu partout en France. Et donc, à un moment, c'était intéressant parce que je rejoignais ma place et j'étais arrivé. Ça m'arrive rarement, presque en retard. Je suis toujours à l'heure, mon épouse pourra vous le dire. Et mais j'ai très peu loupé le train. Jamais l'avion. Et j'avais donc pris mon TGV au début, et dans le sens où il était, en fait, c'était les premières. Moi, j'étais en seconde, donc je traverse beaucoup de choses. J'étais plutôt vers la fin des premières, le wagon numéro 8. Et donc, il fallait que je traverse tout. Et il y a un moment, je suis arrivé dans un wagon où on sentait un mal-être, une tension, mais c'était du délire, quoi. Et c'est marrant parce qu'au fur et à mesure que je me suis mis en position de réception et de paix, en m'offrant complètement au Seigneur, et au fur et à mesure que je traversais le wagon, le calme s'est fait, mais le calme aussi au niveau du bruit. Les gens se sont mis petit à petit à parler moins fort, calmement. Et du coup, quand je suis arrivé aux 3/4 du wagon, je sentais quasiment plus cette tension. Voilà, c'est-à-dire que vous la percevez, mais vous pouvez la transformer. Et il n'y a pas que la parole pour ça. Alors, un truc pour la parole. Hein. J'ai appris ça à la formation d'éduc. Il y a 80% de l'impact que vous avez sur une personne en face, ou quand vous êtes parent, sur vos enfants et tout, 80%, c'est la gestuelle. Voilà. La parole compte pour moins de 10%. Donc, vous fatiguez pas en tant que parent à bassiner, et ça c'est un mot d'ici, à tanner, comme diraient les Québécois ou les gens les Berrichons, vos enfants en répétant toujours la même chose, machin, fais pas ceci, fais pas cela. De toute façon, vous aurez un impact d'à peine 10%. Par contre, dans votre gestuelle, dans votre impact et dans les exemples que vous allez donner, du coup, vous allez atteindre 80% plus l'exemple, tout ça, 90% d'impact. Et vous ne trompez pas. Là où la parole est utile, c'est pour créer le dialogue et c'est pour écouter vos enfants. Pour ressentir. S'ils ne vont pas bien, s'ils rentrent et que c'est silencieux ou qu'ils sont super excités, c'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose. À l'école ou dans la cour. Ou dans les transports en commun. Voilà. Donc, utilisez avant tout la parole pour créer le dialogue, pour écouter vos enfants, essayez de leur faire comprendre souvent ce qu'ils ressentent, pour les aider à traverser ce qui les gêne à un moment donné. Le seul problème important, c'est celui que vous vivez au moment présent. C'est-à-dire que les problèmes que vous avez à 4 ans sont absolument pas moins importants que ceux que vous avez à 65 ans ou à 40. Pourquoi ? Parce que sinon, ça ne serait pas un problème. Par définition, par définition, si c'est un problème, c'est que ça vous angoisse, ça vous embête à un moment donné. Donc, que vous ayez 4 ans ou 40 ans ou 60, vous allez éprouver cette sensation, ça vous embête, ça vous angoisse. Donc, c'est un problème hyper important. Et peu importe l'âge, c'est celui que vous vivez au moment présent. Et donc là, vous allez devoir analyser vos enfants et percevoir ce qu'à travers leurs gestes ou les paroles qu'ils disent, qu'ils expriment, ce que ça signifie. Et sachez que un même mot employé par 100 personnes différentes
va avoir 100 sens différents, et si vous parlez à 20 personnes, elle va être perçue de 20 façons différentes. C'est vachement cool, hein. D'ailleurs, j'avais fait une petite formation à l'université de pré-professionnalisation, donc aux carrières de l'enseignement, et on faisait de la pédagogie. Et donc un exercice simple, un des premiers qu'on a fait, c'était, donc il y avait toute la classe, il y en avait un qui venait au tableau, un étudiant, bon, en l'occurrence, j'y suis allé. Vous aviez une figure devant vous sur un papier, et vous deviez la faire représenter par ceux qui étaient en face de vous. Et moi, je suis tombé sur une figure, c'était que des carrés, empilés les uns sur les autres, soit face contre face, décalé ou non, soit par la pointe. Il y avait au moins une vingtaine de carrés. Et aller employer, aller faire représenter ça, en sachant que je n'avais pas le droit d'employer le mot carré. Contrainte supplémentaire. Donc je devais utiliser d'autres mots, un vocabulaire assez riche, et ce qui a permis de comprendre que les gens ne percevaient pas du tout la même chose. Alors moi, sur les 20 qu'on était, je crois que j'en ai eu 3 qu'on représentait, je ne sais pourquoi, il y en a un carrément d'ailleurs un rond, des ronds, les autres. En fait, ces autres, puisque moi j'étais au bureau, on représentait dans l'ensemble la bonne figure. J'avoue que j'étais épaté. Mais c'est pour comprendre le décalage entre ce que vous dites et ce que la personne en face va comprendre. Et vos enfants, c'est ça. Ce que vous dites, d'abord, il y a des chances qu'il l'a entendu déjà 40 fois, et ça n'a pas du tout la même signification pour eux que pour vous. Donc, laissez-les parler. Traduisez pour comprendre ce que ça signifie, et reprenez leurs mots, ou des exemples simples. C'est un travail intéressant, hein. C'est pour ça que quand on est parent, on l'est jusqu'à temps qu'on meurt. Hein, même quand vos enfants ont 40 ans, 60 ans, ils ont besoin de vous. Même quand c'est vous qui avez besoin d'eux, ils auront quand même besoin de vous en discutant tout un tas de choses. Alors là, c'est l'empathie avec les enfants, c'est génial, vous ressentez tout. C'est clair. Donc, voilà. Donc, ça veut dire, à travers la réponse que je donne, que le langage oral, écrit, corporel, est indissociable de l'empathie. Voilà. Et l'empathie, pour moi, est indissociable de la prière. Voilà. Quel est le cas où l'empathie où tu as vu l'empathie énormément aider? Quel est ton plus beau cas? Il n'y a pas de plus beau cas précisément. Il y a cette dame que je racontais dans le train, quoi. Ça faisait 20 ans qu'elle ne voyait pas son fils, donc là, effectivement, c'était à la fois l'empathie et la prière, puisqu'encore une fois, je savais que je devais dire qu'elle était une ancienne institutrice, mais moi, je ne le savais pas. Ça, c'est ce que par la prière, le Seigneur vous transmet. Mais par contre, la détresse que j'ai ressentie et tout, c'est l'empathie. Après, avec beaucoup de jeunes. Voilà, avec beaucoup de jeunes, on n'imagine pas, dans nos sociétés actuelles, et ça s'aggrave, la détresse des jeunes. Des enfants maintenant et des jeunes. Voilà. C'est du délire. Faut savoir que je crois que c'est au début du XXe siècle que lors d'une apparition, la Vierge a dit à la voyante, à qui elle s'adressait, que c'est depuis le XXe siècle, la fin du XIXe, que des enfants choisissaient l'enfer. Mais jusqu'alors, ça s'était jamais produit. C'est incroyable d'entendre ça. Donc, c'est dire si notre société et la famille, si on ne sait pas les préserver, est devenue extrêmement destructrice. Moi, je sais qu'un de mes patrons, donc le père Guy Gilbert, cheveux longs, blouson noir, jean Santiago, vous avez peut-être vu à la télé, ce prêtre qui a travaillé avec des délinquants depuis plus de 60 ans, il me disait déjà à l'époque, quand je travaillais chez lui, donc c'était quand? C'était de 97 à 2002. À l'époque, il me disait, mais tu sais, Paul-Éric, moi, quand je compare avec les jeunes avec lesquels j'ai commencé à travailler il y a 30 ans et même seulement 20 ans, ils n'ont plus rien à voir avec les jeunes
maintenant qui sont dans la rue. C'est-à-dire que, et il me prenait l'exemple des armes. Il me disait, rien, tu prends l'exemple des armes, et des armes qu'on trouvait dans les mains des 17, 18 ans, 20 ans, à l'époque quand j'ai commencé, on les trouve maintenant dans les mains d'enfants de 12 ans, qui du coup sont beaucoup plus inconscients que des jeunes de 17-20 ans, et arrivent à faire des choses très graves parce qu'ils n'en ont pas conscience du fait de leur jeunesse. Voilà. Donc ça, c'était il y a plus de 20 ans. Et moi, je constate qu'effectivement, les jeunes sont très, très déglingués. Vraiment très déglingués. Pour X raisons, n'oubliez pas que, enfin, si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, qu'il y a beaucoup de maisons de champagne ou de fabricants de vin, alors en Champagne ou ailleurs, hein, je crois à la Maison Pastis et tout, qui vont payer pour les étudiants de hautes écoles des soirées, offrir des soirées avec vin à volonté. Alors faites attention, parce que vos enfants sont dans une grande école, mais ils deviennent alcooliques. Voilà. Avec des trucs délirants dans ce qu'ils sont capables de faire, c'est-à-dire plus aucun respect de soi. Je me souviens d'un reportage il y a quelques années, il y avait un étudiant qui se baladait son pénis à la main, comme ça, au milieu. Enfin, vraiment, une déviance incroyable. Et ça, c'est aussi dû à ces maisons qui vendent de l'alcool, qui essayent de rendre les gens dépendants et qui s'attaquent déjà aux jeunes. Et qui donc va offrir des soirées gratuites, etc., à certaines écoles et tout, avec boissons alcoolisées à volonté. On sait très bien qu'on peut tomber facilement dépendant de l'alcool. Je vous rappelle que des statistiques, des études dans les années 80, donc ça date, ont montré que vous tombez alcoolique à partir d'un verre de vin rouge, classique, hein, 11-12 degrés, bu une fois par semaine. Pas une fois par jour, une fois par semaine. Alors évidemment, vous en tombez dépendant, mais ça reste très raisonnable. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre de la consommation alimentaire. Mais simplement, vous pourrez vous passer difficilement ou pas du tout de ce verre une fois par semaine. C'est là où on est dépendant. Mais on reste dans le cadre alimentaire. Alors évidemment, quand vous buvez alcool tous les jours, bière et tout, et croyez-moi que les soirées étudiants, c'est quelque chose... Ah bah oui, ça il tombe alcoolique très très vite. Hein. Donc ça fait partie des choses qui se font en France, hein, où on les déglingue. Donc parents, faites attention. Voilà, vous ne pouvez pas vous dire, oh bah, il est jeune, il se défoule. Ça veut dire quoi, il est jeune? Vous savez ce qu'il fait? Vous savez où il est tombé? Être jeune, c'est pas être inconscient et faire n'importe quoi. Hein. Moi, je supporte pas l'alcool, mon épouse peut vous le dire. Et les drogues, encore moins. J'ai jamais supporté. Contrairement à beaucoup de gens, j'ai essayé de fumer, j'ai pas pu. J'ai écrasé ma 8e cigarette que je fumais. J'ai donné un paquet de cigarettes, c'était à l'armée. On avait des paquets de cigarettes comme on voulait. Mais alors vraiment, j'ai trouvé ça stupide de fumer. Pour moi, c'est une atteinte à ma liberté et j'ai pas pu. J'ai jamais refumé depuis. Hein. Si, une fois, quand mon premier jeune toxicomane est sorti de la prison, j'ai partagé sa cigarette avec lui. Il s'est d'ailleurs beaucoup marré parce qu'il paraît que je crapote. Enfin, bah oui, je sais pas fumer. Donc voilà. En même temps, si tu fumes pas... Voilà. Donc, je ne supporte pas que ce soit l'alcool ou etc. Alors, il y a l'ancienne conception qui n'a aucun sens de drogue douce, drogue dure. C'est une drogue, hein, vous êtes dépendant, ça s'arrête là. Ça vous déglingue pareil. Alors, si on reprend cette ancienne dénomination, encore une fois, qui n'a aucun sens, l'alcool est une drogue très dure, bien supérieure à l'héroïne. Voilà. Il faut quand même être conscient que l'alcool tue beaucoup plus que l'héroïne en France, hein, chaque année. Alors, ça, c'est quand même hallucinant. Alors, c'est légal, l'alcool. Sur les routes, par la cirrhose du foie, les cancers, tout ce que vous voulez. Hein, ça représente, je ne sais pas combien, mais j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est énorme. Hein. Bon. Alors, en plus, quand vous rajoutez le fameux shit en sortir d'une soirée, ah ben lui aussi, il tue. Et oui, parce qu'il cause beaucoup d'accidents de voiture, entre autres. Donc, il tue énormément, couplé ou non à l'alcool. Voilà. Donc l'héroïne là-dedans, l'héroïne tue quand vous faites une overdose. C'est tout. Sinon l'héroïne tue pas. Les conséquences, oui, parce que vous ne sentez pas que votre corps dégrade et tout, etc. Vous ne sentez pas si vous avez faim, etc. Puisque l'héroïne crée une déconnexion des terminaisons nerveuses entre elles. Hein. C'est-à-dire que les terminaisons nerveuses
ne passe plus le message, l'influx nerveux d'un neurone à un autre. Donc vous ne sentez plus rien. Voilà. Ça, c'est le travail de l'héroïne. Et l'effet de l'héroïne, c'est pour ça qu'au départ, ça a été créé. Hein, ça a été créé avant la morphine comme un analgésique contre la douleur. Au départ, c'est une création médicale. Mais en fait, c'est la morphine qui a été retenue, bien qu'il y ait des overdoses, pareil avec la morphine, tous les dérivés, la méthadone, ce que vous voulez, voilà. Donc, c'est quoi une overdose? C'est qu'il y a une telle déconnexion que même les réflexes se font plus. Donc, vous ne mourrez par asphyxie. Le cœur continue à battre, il est autonome. Par contre, les poumons qui dépendent des réflexes, les réflexes se font plus et vous mourrez par asphyxie. Alors, des groupes comme ACDC et tout ont fait pas mal d'overdoses. Simplement, il y avait des mecs qui consommaient rien à côté et qui avaient de l'oxygène sous pression. Et vous mettez un masque et d'oxygène sous pression au masque pour relancer la respiration en lui faisant ça, et ça va repartir. On peut absolument ne pas mourir d'une overdose. Voilà. Mais en dehors de ça, l'héroïne va tuer, mais au bout de 30 ans, 40 ans, parce que vous ne sentez plus que vous avez faim et tout, donc quelque part votre corps se dégrade, quoi. Mais ça ne fait pas du tout autant de morts que l'alcool. Hein. Puis le corps se dégrade, mais en fait, si vous arrêtez de prendre l'héroïne, vous allez quand même leur mettre pas mal d'aplomb. C'est pas le cas de l'alcool. Hein. Faut être réaliste. Donc effectivement, l'alcool, j'ai eu l'occasion de voir des déliriums particuliers, notamment à l'armée, quand même assez spectaculaires. Je me souviens d'un sous-officier qu'on a retrouvé en boxer gentiment, qui grelottait au pied d'un arbre en plein hiver lors de manœuvres. Et quand on lui a demandé ce qu'il faisait là, il nous a dit je suis au lit avec ma femme. Voilà. Et tout ça parce qu'il n'avait pas sa dose d'alcool. Donc le cerveau qui baignait dans l'alcool et dans un excès de liquide, là, s'est retrouvé quelque part asséché par les deux produits et ça a donné ce délirium délirant. Il a quand même, ils ont été obligés de lui couper quand même, je crois au total, 4 orteils sur les deux pieds. Et il a eu la chance d'avoir que ça de couper. Et donc il a fait une cure de désintoxication. Il était impressionnant parce que je m'en souviens, il avait un copain qui buvait autant, qui a fait aussi une cure de désintoxication. Là, l'armée l'a obligé. Moi, quand je le voyais, je dis tiens, c'est un retraité militaire qui vient. Et tellement il était, mais il paraissait, je veux dire, un mec de 70 ans, hein, c'est vraiment du délire. Et en fait, il avait 33 ans. Donc, jamais vous aurez cette dégradation-là avec l'héroïne, par exemple. Alors, je ne suis pas pour dire prenez de l'héroïne plutôt que l'alcool. Alors, certainement pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà. Donc là, d'ailleurs, ça me touchait énormément de voir l'état dans lequel ils étaient. Je dois dire que l'empathie, ça fonctionnait pas mal. J'avais du mal à comprendre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je suis parti sur des tas de choses. Mais t'inquiète pas. Ah, mais ils vont apprendre à te connaître. Enfin, certains te connaissent dans les abonnés. Hein, des groupes, ils sont venus. Alors, vous verrez, je fais des digressions qui sont quand même en rapport avec le sujet. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Est-ce que l'empathie est un don qui évolue pour toi? Oui, il se développe. Comme tout don. Il se développe, c'est clair. C'est-à-dire que vous laissez de plus en plus facilement de la place au Christ à travers la prière. Vous ressentez de plus en plus de choses, de plus en plus vite. Vous les analysez de plus en plus vite. C'est-à-dire que vous commencez par déterminer encore une fois ce qui est à vous et pas à vous. Des subtilités se développent, des choses que vous mettiez dans le même sac et en fait qui sont différentes. Donc vous allez mettre un nom différent, une compréhension plus approfondie. Bien sûr, c'est passionnant. C'est pour ça que faire de la psychanalyse, de la psychologie ou de l'analyse systémique, c'est la psychologie qui a été créée pour résoudre les problèmes familiaux. Ouais, c'est-à-dire que la psychanalyse est censée répondre à la question pourquoi il se passe ça, et l'analyse systémique, comment ça se passe, le déroulement. Voilà. Et en fait, c'est dans 99% des cas, 1,99, largement suffisant pour résoudre les problèmes d'une famille. N'oubliez pas, c'est une statistique qui est toujours valable, que les couples qui veulent divorcer, et ça s'il y en a d'entre vous, quand vous allez voir un conseiller conjugal ou un psychologue de couple ou un psychothérapeute, les statistiques sont claires. Plus de 66% des couples qui voulaient se séparer après avoir été voir un psychothérapeute familial ou etc., quelqu'un de reconnu, de compétent, ne veulent plus se séparer.
Ce qui montre que c'était simplement un manque de dialogue. C'est quand même important. On pourrait quand même éviter beaucoup de divorces et beaucoup de frais inutiles. On comprend pourquoi finalement les avocats tiennent pas à ce que ça se développe. Voilà. Parce que c'est simple, hein, quand ils sentent qu'il y a des sous, le divorce, il peut durer. Voilà. Et pendant ce temps-là, il faut les payer. Alors, moi, je sais que forcément qu'aujourd'hui, ton empathie est très haute. Et j'ai entendu une personne, bon, je dirais pas qui, en live là, mais une personne te dire, mais il faut arrêter, tu n'es pas Jésus. Qu'est-ce que tu réponds à des gens qui peuvent te dire ça, qui ne comprennent pas? Parce que toi, ton empathie... pardon, je t'ai coupé. Oui. Je vais aller juste au bout de ma question. Parce que toi, ton empathie, là, est à un tel niveau que justement, tu ne supportes plus la France. Parce que ton empathie aspire quasiment... Enfin, capte tout ce qui se passe dans le pays. Oui. C'est plus simplement aux personnes en face de toi. Voilà, ou pas tout ce qui se passe, mais une Voilà. ambiance générale, Mais une détresse générale... Mais qu'est-ce que tu dirais à une personne que je qui te supporte dit ça? plus et face à laquelle il faut que j'oppose une maîtrise forte pour l'analyser, l'éloigner de moi. Alors, qu'est-ce que je dirais ça? Ben non, je ne suis pas Jésus-Christ, ça se saurait. Et encore une fois, je vous ai dit, j'ai déjà répondu à la question en partie tout à l'heure en vous disant, on ne peut pas porter la souffrance des autres. Ce que le Christ a fait. Donc, moi, je dis clairement, je ne peux pas. Ça me détraque et tout. Porter la souffrance de quelqu'un, c'est pas possible. Donc, vous allez mourir à petit feu. Par contre, encore une fois, vous pouvez l'accompagner. Donc, ça, c'est une grande différence que j'ai avec le Christ. Je ne peux pas porter la souffrance d'un autre. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas aider l'autre ou que le Christ ne va pas m'envoyer une souffrance particulière. Alors ça m'est arrivé à Medjugorje. Medjugorje qui est en Bosnie-Herzégovine, là où j'ai rencontré mon épouse. La Vierge apparaît depuis le 24 juin, en fait, voilà, pas le 25, mais le 24 juin 1980. On dit le 25 parce que c'est là qu'elle a dit son nom. À 6 petits voyants qui allaient de 9 ans à 15 ans maintenant, donc vous imaginez l'âge qu'ils ont maintenant. Ils sont toujours 3 à la voir quotidiennement. Ce ne sont pas les apparitions les plus longues, puisque ça fait pas encore 40 ans. Les apparitions les plus longues, c'est à Notre-Dame-de-Lot, dans le sud de la France. Elles ont duré 54 ans. Voilà. Et un jour, j'y suis allé 10 fois. C'est vraiment un endroit magnifique, si vous voulez, où à chaque fois que j'y suis allé avec des gens en détresse ou des toxicos, ils veulent plus repartir parce qu'ils disent mais on est en paix, on est bien. Alors effectivement, la première fois que vous y allez, c'est assez étonnant, déstabilisant, parce que la paix, c'est comme si la paix se matérialisait. La paix est palpable. Vous êtes, waouh, c'est rien que ça, vous dites, il y a quelque chose de pas classique à ce moment-là, qui se passe là. Alors, c'est le seul endroit de la Bosnie-Herzégovine où la guerre n'est pas venue. Ça, c'est une parenthèse. Marie, au bout d'un moment, avait dit à ses voyants, à l'époque, pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, donc en ex-Yougoslavie, hein, pour ceux qui ne voient pas ce que je veux dire, la Bosnie-Herzégovine est une république extraite de l'ancienne Yougoslavie. Maintenue de force unie par Tito, communiste, jusqu'à sa mort en 80 et quelques. Et donc... j'étais allé, je suis allé pas mal de fois là-bas. J'y suis allé 10 fois et c'est ressourçant, incroyable. Et il y a une fois, donc c'était peu de temps après l'hernie discale que je m'étais fait en revenant du Québec. À l'aéroport de Roissy, j'avais un peu trop chargé mes bagages et en fait je me suis claqué, voilà. Donc c'était pas cool. Et j'avais attendu quelques mois. C'était très douloureux. J'avais attendu quelques mois avant de pouvoir retourner à Medjugorje parce que ben voilà quoi, je pouvais difficilement être assis longtemps, difficilement allonger longtemps. Enfin c'était cool. Et j'ai fini par pouvoir y aller. La douleur, ça avait bien été divisé par 8 ou 10, donc c'était bon quoi. Et en fait, dès que je suis monté dans le train, avant qu'il démarre, la douleur est revenue comme au premier jour. Et j'ai eu sur le cœur que je portais la détresse de quelqu'un qui venait avec nous à Medjugorje, on devait être 27 cette fois-là.
je portais une part de sa souffrance que le Seigneur m'envoyait pour que lui puisse atteindre son cœur et le guérir. Et alors c'est marrant parce que le pèlerinage se faisait sur 9 jours, mais on était 5 jours sur place, et il y a 2 jours aller, 2 jours retour, il n'y avait pas les autoroutes encore à l'époque qu'il y a maintenant, et puis les voyages ne se faisaient pas en avion comme ils se font souvent, où l'aéroport c'est Dubrovnik ou Split, c'est à égale distance, de Medjugorje. C'est pas très loin de Mostar pour ceux qui se souviennent, c'est à une vingtaine de kilomètres de Mostar. Et j'allais voir le prêtre qui était là du temps des apparitions, qui était quelqu'un d'absolument remarquable, qui est en retraite maintenant, qui avait des charismes assez impressionnants. Et donc, on était sur la route, on allait donc à Siricobriette, c'est le nom de la ville où il y avait ce monastère, où d'ailleurs Tito a fait massacrer les moines qui étaient là. Et d'un seul coup, j'ai senti mon corps se redresser, et la douleur est revenue comme avant le départ. Voilà. Et effectivement, ça m'a vraiment convaincu ce que j'avais eu sur le cœur, que j'ai porté une partie de la souffrance de quelqu'un, que le Seigneur m'a envoyé sous forme d'une douleur physique, pour pouvoir lui atteindre son cœur, que son cœur puisse s'ouvrir et le guérir. Il y a eu beaucoup de guérison intérieure d'ailleurs dans ce groupe-là. Donc effectivement, c'est les fois où vous portez la souffrance de quelqu'un d'autre, mais ça c'est le Seigneur qui vous l'envoie. Vous participez quelque part à sa rédemption. Alors sa rédemption, ça concerne tous les êtres humains. Vous, c'est plus petit que l'Angström, hein. 10 puissance moins 10 mètres, hein. C'est beaucoup plus petit que ça, hein. Faut être réaliste. Mais donc, voilà, mais pas dans le cadre de l'empathie. Ça, c'est pas possible. Vous allez aider à faire prendre conscience à l'autre qu'il a une douleur qui le détruit, éventuellement l'accompagner ou lui proposer d'aller voir quelqu'un, ou garder un lien amical pour le soutenir, même si vous ne parlez pas, mais pour lui montrer qu'il est là. Mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Alors une fois, l'empathie s'y m'a joué un tour, bien après que je le maîtrise, j'ai accompagné une adulte, ce coup-ci, qui était extrêmement dépressive, qui était une femme qui avait été violée dans son enfance, tentative de viol par son oncle qui n'avait pas pu la pénétrer, mais enfin elle avait 4 ans, donc je ne vous dis pas comment ça l'avait traumatisée. Tout un tas de choses comme ça qu'elle avait vécues, et j'étais allé la voir chez elle. C'est une amie de longue date, hein, qui est devenue une amie de longue date, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est remarquable, qui a surmonté tout ça et qui a découvert ses dons et qui est incroyable. Je lui dis au revoir où elle était et elle me serre dans ses bras. Et là, je me suis senti partir. C'est-à-dire que c'était pas que je captais, c'était que elle me vidait de mes forces vitales. Et tranquillement, j'ai dit, excuse-moi, mais faut vraiment que j'y aille là, au niveau du train. Et quand je suis sorti de l'appartement, qu'elle a fermé la porte, je me tenais au mur, quoi. Rien que le fait de m'avoir serré dans ses bras quelques secondes, elle m'avait entièrement vidé. Donc ça, c'est l'inverse de l'empathie. C'est pas quelque chose que vous ressentez chez les autres, je me suis vidé. Et c'est assez étonnant. Alors pour le coup, peut-être que j'ai senti quelque chose que j'ai voulu combler. Et je me suis fait avoir là, j'ai pas du tout maîtrisé. Et c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Ça a été assez éloquent et je vous assure que je me suis tenu au mur un bout de temps. Il m'a fallu, là pour le coup, je crois que j'ai pris le train suivant parce que je serais tombé là, quoi. Et ça, c'était assez étonnant. C'était vraiment assez étonnant. C'était pour répondre à quoi? C'était bon. Que dirais-tu que conseillerais-tu, avant-dernière question, un empathe novice? Ne t'affole pas. Très bon. Non, mais tu ressens plein de choses. Et en plus, si tu te concentres dessus, alors là, tu vas ressentir encore plus de choses. Alors, c'est l'horreur. Ne t'affole pas. Ça te permet de découvrir tout un tas d'émotions, de sentiments en même temps, que peut-être tu n'as pas encore vécu. Mais encore une fois, la première chose à faire, c'est pas faire le tri entre ce qui est à toi, qui ne l'est pas. Voilà. Et quelque part, tu es obligé de rendre, au moins intellectuellement, si c'est pas psychologiquement, ce qui appartient à l'autre, à lui. Voilà. Même si psychologiquement tu ne fais pas, mais à partir du moment où tu sépares les choses, ça n'a plus d'impact destructeur. Voilà. C'est un impact destructeur si tu ne sais pas que c'est pas à toi. Ça, c'est clair. Ça peut d'ailleurs emmener au suicide, hein. Faut être réaliste.
Ça, c'est la partie où vous subissez vraiment l'empathie. À partir du moment où tu fais le tri, bon, c'est plus, voilà quoi. Ça devient un réflexe, et c'est un réflexe aussi de mettre de côté ce que tu ressens, de le regarder, de l'analyser, de faire une véritable, comment dire, autopsie, voilà. Mais c'est tout, voilà. C'est tout. Par contre, ça va vraiment t'aider pour établir une réponse, cette empathie, parce que tu vas toucher l'autre parce que tu vas trouver à dire. Voilà. L'autre va vraiment, tu vas vraiment pouvoir l'atteindre dans son cœur. Parce que ce qu'il ressent, tu l'as en toi. Tu le ressens aussi. Voilà. Alors surtout ne pas commencer par je comprends ce que tu vis, monsieur, non. L'autre va dire mais t'es pas à ma place et tout. Voilà. Donc tu peux pas dire ça, mais tu établis le dialogue autrement et tu dis évidemment ce que tu vis c'est toi qui le vis. Je peux pas me rendre compte, même si en fait vous en rendez parfaitement compte, mais tout au moins en partie, parfois en totalité, mais au moins en partie. Mais je m'imagine que c'est vraiment terrible. Voilà. Mais par contre, je peux te dire telle chose et telle chose. Voilà. Et là l'autre va pas se sentir agressé dans sa personnalité ou c'est qui lui qui sait ce que je ressens ou voilà. Non, ça, c'est un outil donc. Bon, c'est comme, t'as pas à dire que tu es empathe, que tu es ceci, que tu es cela, c'est un outil, voilà. Un psy, quand on fait une thérapie avec un psy, il va pas nous dire, bah tiens, là, j'utilise tel outil, ça marche comme ci, ça marche comme ça n'a aucun intérêt. Voilà, il est là, il l'utilise dans le moment parce qu'il en a besoin, ça te fait du bien, puis voilà. Donc, c'est ça, c'est un outil, tu l'utilises, c'est tout. Dernière question. Oui. Pour toi, c'est un don merveilleux? Oui. Maintenant, depuis que je maîtrise, c'est absolument un don merveilleux. Parce que moi, ça me permet de ressentir beaucoup de choses, soit chez des tout petits, des moyens, des petits, des moyens plus, des grands, des très grands, des très âgés. Et c'est vrai que je suis à l'aise avec tous les âges. Je me souviens à Québec, au centre où je travaillais, c'était des 16-18 ou 19, quelquefois 15. Et en fait, on a pris pendant un temps un petit de 7 ans. Et qui était chou. Alors moi, les bambins, ils me font front. Et en fait, c'était vraiment aisé pour moi, avec cette empathie, de ressentir comment il était. Et donc, un coup que j'avais repéré les mots qu'il utilisait, etc., de pouvoir lui faire comprendre ou discuter avec lui. D'ailleurs, quand je suis rentré, j'ai appelé Philippe, ou il m'a appelé quelques années plus tard. C'est vrai qu'il y avait un super souvenir des deux côtés. Voilà. Mais j'ai passé des moments avec ce bambin, parce que tous mes jeunes, c'était le samedi soir qui venaient, le vendredi soir jusqu'au samedi midi, donc ils étaient souvent sortis. J'ai passé des moments avec lui, donc j'ai raconté des histoires que j'inventais sur le champ, notamment le fameux Hildebert, le canard géant. Absolument. Et donc, il voulait savoir la suite et tout, mais j'ai passé des moments fabuleux, quoi, avec lui. J'ai fait de l'animation avec des petits d'ailleurs, et puis des grands, des ados aussi, mais ça c'est merveilleux, c'est-à-dire que vous pouvez vous mettre à la portée de tous. Il n'y a pas un être humain qui vous intéresse pas ou que vous pouvez pas aborder. C'est vraiment génial. Alors, évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais travaillé avec des pédophiles ou des mineurs assassins, mais là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Mais je suis énormément touché par la maladie ou le mal qui les a touchés, qui leur fait faire ça, face auquel ils sont sans défense, ou la détresse qui les a poussés à tuer, ou etc. Moi, je me souviens d'un jeune... on l'avait eu, donc ça c'était en France, à 14 ans, c'était à l'époque où les jeunes se coiffaient à la Barthès, donc rien sur la tête, et il avait, mais alors, des quantités de cicatrices sur le crâne, pas plus grandes que ça, c'était impressionnant, mais je suis sûr qu'il y en avait entre 25 et 30, c'était du délire, et malheur m'a pris un jour de lui dire, bah dis donc... t'en as des cicatrices sur la tête. Alors il me regarde, il dit, tu vois, ça c'est un coup de fourchette de mon frère, ça c'est un coup de couteau de mon père, et il a continué comme ça.
J'ai dit plus jamais je poserai ce genre de questions. Mais alors, c'est pour dire la vie absolument horrible, destructrice, enfin, de martyr qu'il avait dans sa famille. Voilà. Et on peut comprendre qu'effectivement, ça l'avait conduit à commettre des actes qu'on peut nommer inqualifiables, mais totalement compréhensibles. Voilà. Et d'ailleurs, il s'en est sorti. Dans le centre où j'étais, il s'en est parfaitement sorti. Il était très attachant aussi, très chiant, mais très attachant. Comme tous les ados qui souffrent, ils sont en général très chiants et très attachants. Donc l'empathie vous aide à rester les pieds sur terre aussi là-dessus. Voilà. Parce que en ressentant ce qui se passe, parfois vous ressentez de la haine, de la colère, et là, ça, faut arriver à tempérer ça, à maîtriser, parce que ça peut dégénérer très vite. Donc ça permet de ne pas se laisser avoir. C'est tout. Oui, c'est déjà pas mal. Je trouve que tu as super bien expliqué. Je te remercie en tout cas. Non, mais c'est... De tout mon cœur. C'est normal, écoute... Très passionnant. La prochaine fois que je reviendrai, il n'y a pas de problème. Bon. Vous avez vu Jérôme dimanche, mon ami Jérôme. Je compléterai ce qu'il a dit. Alors, pas dans son domaine, hein, mais il y a 2 types de passeurs d'âme. Et lui vous a parlé du type qu'il est, il y en a un autre. Donc, je dirai quelques mots une prochaine fois là-dessus. Voilà. Je ne me permettrai pas de parler de son type, hein, parce que forcément, il connaît mieux que moi, il l'est. Par contre, le type, il n'en a pas parlé, ce qui est normal, puisqu'il ne s'en occupe pas, peut-être que ça viendra un jour. Et je vous en expliquerai. Il y a des bouquins qui existent par des personnages de grande sainteté, beaucoup d'humilité, qui ont eu à faire ce travail-là, que le Seigneur leur a demandé. Donc, ça sera un petit complément que je ferai. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Heureusement, je vois pas votre tronche, parce que peut-être que finalement ça me ferait déprimer, mais au bout d'1h15, non, je plaisante. Hein. Mais bon, voilà, j'espère que je vous ai au moins un petit peu intéressé, que j'ai répondu au moins à une partie des questions sur l'empathie. Je te dirai les commentaires. Si vous en avez d'autres, de toute façon, dites-le. Hein. Oui. En sachant, je le répète, et c'est pas seulement pour me justifier, que les nombreuses digressions que je fais ne sont pas sans rapport avec le thème que j'étais censé aborder. Voilà. Eh ben, je te remercie encore une fois. De rien, mon amour. Voilà. Demain, il y aura d'autres vidéos. La semaine prochaine, mon homme sera là. Donc pour traiter de la pédophilie, en même temps de Michael, pourquoi est-il innocent, Michael Jackson, mais encore une fois sans de parti pris, mais vraiment par les faits et rien que les faits, vous comprendrez pourquoi. Donc ne soyez pas choqués à l'avance, pardon. Les faits sont d'une part clairs, malgré les embrouillis qu'on a essayé de mettre. Et il y a plus que ça, il y a la décision finale du juge qui est encore à ce jour, je crois, unique aux États-Unis, qui est parfaitement claire. On en parlera dans quelques jours. Alors, dans le groupe Facebook, il s'occupe aussi de traiter les saints. Donc, le prochain article qu'il fait, c'est Padre Pio, pour ceux que ça intéresse. Les saints et les saintes. Les saints et les saintes, bien sûr. Alors, les bienheureux également, et les vénérables aussi. C'est-à-dire qu'il y a 3 stades avant d'être canonisé. Vous êtes d'abord vénérable, comme Marthe Robin. Et puis après, il y a le deuxième stade. On est bienheureux, la béatification. Et après, on est déclaré saint, la canonisation. Hein, c'est un cheminement précis. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, les articles, de rentrer dans ce groupe, n'hésitez pas à me le dire. Alors, là, je vais enfin paraître, je dois le dire tout à fait à l'heure, je suis en train de terminer sur Padre Pio. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un prêtre italien qui est décédé en 1969, à l'âge de 81 ans, mes souvenirs sont exacts, et qui lui avait beaucoup de charisme, dont celui de vivre la crucifixion du Christ. Il a eu les stigmates pendant plusieurs dizaines d'années. Alors les stigmates, c'est quoi? C'est les plaies du Christ qu'il va avoir sur la croix. Hein, les clous aux pieds, aux mains, et la lance dans le cœur. Et donc, alors lui, il y a des tas de choses. Il y a des tas de livres, hein, donc je donnerai quelques livres, notamment celui sur Fioretti de Padre Pio, parce que
il y a des centaines de milliers de gens qui peuvent témoigner l'avoir vu un peu partout, puisqu'il avait ce qu'on appelle le don de bilocation, c'est-à-dire, comme Jean-Paul II, la capacité, ou Sœur Faustine, la capacité d'être à 2 endroits en même temps. Voilà. Et alors, il a intervenu, il a surpris beaucoup de gens. Enfin, c'est délirant, le Padre Pio. C'est une vie... on y en a fait baver, mais au-delà de l'imaginable. Et au point d'ailleurs que que le chirurgien qui allait l'opérer d'un problème à l'abdomen ne s'amuse pas pendant qu'il était anesthésié à regarder ses stigmates, à détailler ou à faire des photos qu'il aurait pu vendre après, parce que lui, il lisait dans les âmes, donc il savait que ce mec-là avait des mauvaises intentions là-dessus. Il a demandé à être opéré sans anesthésie. L'anesthésie locale n'existant pas à l'époque. Sans anesthésie, qu'il a apparemment très bien supporté. Ça vous montre les souffrances quotidiennes qu'il avait à vivre. Donc c'est vraiment quelqu'un d'absolument remarquable. Vraiment le diptyque tendresse fermeté que moi j'applique dans l'éducation spécialisée, dont Lucien Patron et Don Bosco. Lui, il l'a vraiment appliqué dans sa vie de prêtre des frères mineurs. Franciscain, je crois. Chaque jour, c'est un homme remarquable, qui est plaisant, hein, tout le monde l'adorait, l'aimait, mais c'est vraiment un homme remarquable. Voilà. Pour les passionnés d'histoire, il pourra faire quelques vidéos historiques. Alors, j'en ai pas fait depuis plusieurs mois, tout simplement parce que mes livres sont en vrac et j'aime bien m'appuyer sur des choses précises ou pouvoir citer d'où viennent mes infos, mes sources. Et il faut que j'arrive à terminer de monter mes étagères et mettre tous mes livres pour pouvoir reprendre une série que j'avais commencé l'année dernière. Voilà. Alors, autre point, alors beaucoup me contactent via la page Facebook L'Oracle de Davina. C'est bien moi qui réponds. Aucun doute, parce qu'il y a une abonnée qui a flippé. Ouais, si c'est une arnaque nette, c'est bon, c'est pas la peine. Non, non, c'est bien moi, j'existe, coucou. Vous inquiétez pas. Le numéro de téléphone, c'est bien moi qui réponds. Alors, par contre, soyez indulgents. Si je réponds pas à la seconde et tout de suite, n'oubliez pas que j'ai des problèmes de santé, que j'ai aussi d'autres consultations, mais je répondrai toujours. Je n'ignorerai personne. Voilà, donc rassurez-vous, même si c'est pas à la minute ou dans l'heure qui suit, c'est de toute façon dans la journée ou au plus tard le lendemain matin, je vous le promets. Et la page et mon profil Facebook Davina Claire, c'est bien moi, rassurez-vous. Voilà, pas d'inquiétude. Je vous embrasse. Je te remercie encore, mon amour. C'était vraiment passionnant. Bonne soirée et autres. Bonjour à vivre. Et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais moi, j'ai encore appris plein de choses, en tout cas. Vous avez rien à craindre. Ayant travaillé avec des assassins, je connais certaines méthodes très discrètes qui ne laissent pas de traces, au cas où vous auriez la volonté vraiment malvenue de faire une critique que je ne pourrais pas percevoir comme positive. Voilà. Je tiens quand même à vous prévenir. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Très bientôt. Au revoir, les petits anges.